À partir du moment où on va commencer le déconfinement, il est possible qu'on ait à nouveau des niches épidémiologiques à identifier et à contrôler. Allô, bonjour. Ça Bonjour. va? Alors, le Conseil fédéral a annoncé qu'une phase de déconfinement entrerait en vigueur dès ce lundi 27 avril. Qu'est-ce que cela signifie concrètement, en fait? Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire et qu'est-ce qu'on ne pourra toujours pas faire? Alors, si je voulais vous répondre très rapidement, au fond, la seule chose que vous pouvez faire de différent par rapport à la période qui vient de précéder le confinement, au fond, c'est d'aller chez le coiffeur ou chez le masseur. Et donc, en fait, c'est un résumé pour vous dire que seul un nombre très limité d'activités ont été réouvertes et que ce sont des activités qui sont faciles finalement à bien contrôler au plan épidémiologique. Ce qui veut dire que, bien sûr, si vous avez pris rendez-vous avec votre coiffeur la semaine prochaine, vous pouvez y aller. Si, en revenant de chez le coiffeur, vous voulez aller faire les courses comme vous pouviez le faire au cours de ces derniers temps, vous pouvez y aller. Mais ensuite, il faut rentrer à la maison et rester confiné, puisqu'au fond, on est toujours confiné dans la même configuration de la période qui a précédé. D'accord, donc les choses vont se faire par étapes, en fait, c'est ce que vous êtes en train d'expliquer. Absolument, absolument. Vous avez compris, par exemple, que les écoles vont en principe ouvrir le 11 mai. Je dis en principe parce qu'évidemment, ça dépendra de la courbe épidémiologique à ce moment-là. On s'attend, bien entendu, après cette montée de courbe très importante, cette descente. Maintenant, on est dans la descente et on est très satisfait de cette descente. Mais on a toujours des cas tous les jours qui sont identifiés. Donc, à partir du moment où on va commencer le déconfinement, il est possible qu'on ait à nouveau des niches épidémiologiques à identifier et à contrôler. Ce qui veut dire aussi que tous les gens qui font du télétravail continuent, bien entendu, à faire du télétravail et que rien ne change par rapport à ce télétravail. Pourquoi? Parce que, comme on l'a tous compris, ce qui fait finalement la circulation du virus, dont on devrait dire que c'est plutôt la circulation des gens qui facilite au fond la circulation du virus, c'est la densité de population. Vous avez déclaré que vous n'étiez pas en faveur du masque pour tous, en tout cas pour voilà, la population générale. Est-ce que malgré tout, le masque, c'est pas mieux que rien? Qu'est-ce que vous en pensez et quel est votre avis aujourd'hui sur la question? Alors, j'ai jamais dit que je n'étais pas pour le masque pour tous, mais simplement pas pour le masque pour tous de manière universelle. C'est-à-dire qu'on porte un masque tout le temps. Et pourquoi, au fond? Eh bien, parce que le port du masque, le simple fait d'avoir un masque sur le nez, sur la bouche, et si tant est qu'il soit bien installé sur sa face, fait que les procédures et les mesures barrières sont moins bien respectées. Pourquoi? Parce que quand on porte un masque, eh bien, on a l'impression d'être protégé, ce qui est faux, ce qui est faux. Et donc, on pratique moins bien l'hygiène des mains et on pratique moins bien la distance sociale. Toutefois, bien entendu, à partir du moment où on se rapproche de quelqu'un, et à ce moment-là, c'est 1 mètre de distance, et qu'on n'a pas le choix, qu'on doit être proche de cette personne dans une situation comme par exemple dans un bus qui pourrait être bondé, à ce moment-là, oui, on peut sortir un masque de sa poche et on peut le mettre sur son visage. Mais attention, au moment où on veut mettre un masque sur son visage, on doit d'abord se frictionner les mains puisqu'on va porter les mains à son visage et puis on doit porter le masque. Puis ensuite, quand on enlèvera le masque, on devra à nouveau se frictionner les mains. Donc ça veut dire qu'il y a quand même une stratégie à comprendre pour la bonne application du masque uniquement quand il est indiqué. Il y a malgré tout des pays comme la France qui reviennent un petit peu sur leurs idées autour du masque et qui vont le généraliser, voire même le distribuer à tout un chacun. Est-ce que vous pensez que la Suisse va aller aussi dans ce sens-là? Je pense que dans le kit, comme que j'aime bien l'appeler, le kit du déconfinement ou du déconfiné, eh bien, il y aura des éléments essentiels. L'élément essentiel, ce sera la friction hydroalcoolique, c'est évident. Il faudra vraiment en avoir sur soi tout le temps. Et on a déjà réglé ce problème, en particulier à Genève, mais où vous allez le trouver dans toutes les pharmacies à des prix extrêmement modiques.
Et ça, c'est une bonne chose. Et c'est vraiment ceci qui doit être rendu universel parce qu'évidemment, l'hygiène des mains au lavabo fonctionne parfaitement bien, mais il n'y a pas partout des lavabos. Ensuite de ça, je pense que selon une expression qu'on pourrait imaginer consacrée, que chaque Suisse ait un masque dans sa poche en cas de besoin, c'est certainement une bonne idée. Mais encore une fois, pour peu que les gens aient bien compris pourquoi on utilise un masque. Est-ce qu'aujourd'hui on a des notions, est-ce qu'on sait ce que ça retient véritablement le masque est-ce qu'il arrête les microbes ou est-ce qu'il les arrête pas vraiment? Est-ce qu'on a des notions aujourd'hui là-dessus? Alors, on a des notions assez précises sur les coronavirus en général, sur les rhinovirus et sur le virus de la grippe, donc les influenza virus. Il y a plusieurs études qui ont été publiées. Il y a une magnifique étude qui a été publiée dans Nature Medicine récemment. Et là, oui, on a de l'information, mais on a une information évidemment sur le rôle que ce masque peut avoir, par exemple, en matière de contrôle de la source. Le contrôle de la source, c'est quand on se met un masque sur le nez de manière à protéger l'autre. Et là, c'est facile de faire l'expérience parce qu'en fait, ce que l'équipe de Hong Kong a fait, qui est la meilleure équipe au monde, et on voit que quand vous avez quelqu'un qui tousse et qui crache et qui a soit du rhinovirus, soit du coronavirus habituel, soit du virus influenza, vous lui mettez un masque sur le nez et vous voyez que ça retient finalement beaucoup de choses. Alors maintenant, c'est le contrôle de la source. Qu'en est-il de vous protéger, vous, contre quelqu'un qui est symptomatique? Parce que vous protéger contre quelqu'un qui n'est pas porteur de virus, ça n'a aucun sens. Alors les masques habituels qu'on met, les masques qu'on appelle masques chirurgicaux, ceux-ci sont censés protéger entre 80 à 90% une personne qui s'approcherait avec ce masque et qui l'aurait bien appliqué sur son nez et qui, au fond, serait en contact avec les projectiles, on peut appeler ça des projectiles, d'une personne qui tousserait, qui cracherait. Donc la protection, elle est quand même relativement importante. Elle passe à plus de 95% lorsqu'on porte ces masques qu'on appelle FFP2. Pour les personnes vulnérables comme les personnes âgées, qu'en est-il? Est-ce que y a des mesures ou des recommandations particulières pour ces personnes qui ne sont pas malades mais qui sont vulnérables? Alors pour les personnes vulnérables, eh bien aujourd'hui, j'ai presque envie de dire malheureusement pour elles, rien ne change. Ça veut dire qu'elles doivent rester confinées et à domicile avec les mêmes règles qui sont celles qui sont appliquées depuis le milieu du mois de mars. Pourquoi? Parce qu'elles sont à risque. Parce que ces personnes-là, si le virus les touche, elles peuvent faire une maladie grave, elles peuvent même en mourir. Alors, comprenons bien, toute la stratégie que nous avons appliquée depuis finalement le début du mois de mars, elle était destinée à prévenir la maladie chez les personnes à risque ainsi que, et nous l'avons vu, chez les personnes qui n'étaient pas à risque a priori et qui étaient les jeunes adultes. Et nous avons vu de jeunes adultes très malades en soins intensifs, y compris certains qui en sont décédés. Donc, pour l'instant, il convient que les personnes à risque gardent la même stratégie qui était celle d'aujourd'hui, distance sociale, évidemment confinement au domicile, respect des consignes, et puis au moindre symptôme, évidemment, appeler son médecin pour être testé. Je crois que c'est très important de bien le comprendre parce que pour l'instant, nous ne sommes pas sortis de confinement. Donc, le nombre de cas réels dans la population, nous n'en avons pas une idée vraie. Nous en aurons seulement une idée vraie une fois que nous aurons fait la première partie du déconfinement entre le 27 avril et le 11 mai, que nous aurons repris les écoles le 11 mai, et puis que 15 jours à un mois plus tard, nous verrons l'évolution de la courbe épidémiologique. Et c'est seulement à ce moment-là que nous pourrons faire un pronostic sur quid des personnes dites à risque, quelles qu'elles soient, avec évidemment un degré de risque qu'on peut évaluer et que chaque médecin pourra être amené à évaluer pour son patient.